Je pense que le naturaliste d'aujourd'hui, ce qui le caractérise, c'est évidemment quelqu'un qui a des connaissances biologiques, mais surtout c'est des aptitudes de terrain. On peut être un excellent biologiste et ne jamais aller sur le terrain. Un naturaliste, par définition, il va sur le terrain. Ça, c'est clair que mon équipe et moi, à Andromède, on est une équipe qui allons sur le terrain, qui avons d'énormes moyens à la mer. 18 salariés ici sont tous des plongeurs professionnels, avant ou en même temps qu'ils sont des scientifiques. Donc il y a cette aptitude au terrain qui définit pour moi le naturaliste. Et puis, il y a cette dimension de l'illustré. On peut être pareil, un excellent biologiste et jamais faire d'image. Pour moi, le naturaliste documente. Et le naturaliste sous-marin, il est d'autant plus légitime que c'est pas notre univers, c'est pas notre monde. Alors je trouve que la photographie est d'autant plus légitime qu'on ne peut qu'aller et revenir de ce monde sous-marin. On ne peut pas aller et s'installer. C'est pour ça que je trouve que la photographie sous-marine est très légitime. Elle permet de garder quelque chose d'un lieu où on ne peut pas rester. Ce qui m'intéresse quand je fais des photos, c'est aller documenter un monde qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas simple d'accès, qu'il est important d'illustrer. Pour la grande majorité de la biodiversité, déjà elle n'est pas inventoriée, et même pour le petit pourcentage pour lequel on a un nom et un prénom en latin quelque part, et un échantillon dans un muséum, pour autant on a rarement l'image de à quoi ressemble cette créature dans son milieu naturel quand elle est vivante. Il n'y a rien de plus génial qu'une espèce que l'on croit bien connue, un homard. Un homard, bon, tout le monde en a vu au moins au restaurant, ou voit à peu près ce que c'est. Mais quand on tombe sur des homards qui font presque 1 mètre de long, à grande profondeur, dans le parc national de Port-Cros, tout bleu, quand les gens pensent qu'ils sont tout rouges, mais rouges c'est quand ils sont cuits. Naturellement, ils sont plutôt bleus. Et bien là, tout à coup, on montre à des gens une espèce parfaitement banale et commune, sous un aspect inattendu par sa taille, par sa couleur. Je fais partie de cette génération qui, à défaut d'autres médias, attendait impatiemment le dimanche après-midi les aventures du commandant Cousteau à la télévision. Et ça nous faisait partir aux 4 coins des 5 océans du monde. C'était une source non seulement d'émerveillement, c'était aussi une source de vocation. Parce que finalement, dans ces films, on voyait autant les petits poissons que les grands plongeurs. Dès le plus jeune âge, j'étais complètement fasciné par ces plongeurs, peut-être plus encore que par les cosmonautes, plus encore que par les pompiers, que par tout ça. C'était les plongeurs, quoi. Les plongeurs du commandant Cousteau, c'était des héros qui exploraient un monde inconnu. C'était de la science-fiction, quoi. Et d'ailleurs, ça me paraissait totalement intouchable, hors de la réalité. Mais simplement, je vivais tout près de Carnon, donc mes parents étant des fanatiques de la plage, on passait énormément de temps à la plage. On était un peu livrés à nous-mêmes, mon frère et moi. On avait cette mer qui était devant nous, avec ses digues rocheuses, et on jouait à Cousteau, hein, voilà, on jouait à Cousteau, on se faisait peur d'ailleurs. Et c'était ce mélange d'attraction, de jouer à ce qu'on voyait à la télé, jouer avec nos propres peurs, jouer avec les interdits. Tout était mystifié, parce que je regardais la télé et Cousteau mystifiait tout. Donc moi, quand j'arrivais à Carnon, tout était mythique, j'avais peur de ce que je voyais, et en même temps j'étais attiré, et je sortais de l'eau en héros, forcément. Et je crois que ça a été extrêmement formateur. C'est ce qui a sans doute ensuite orienté ma façon d'appréhender le milieu, pas du tout par le seul prisme de la contemplation du beau, pas du tout. C'était vraiment le goût de l'exploration. Et c'est pour ça que j'avais pas besoin d'aller au bout du monde. Tout le monde voulait partir plonger en mer Rouge. Mais moi, ça m'était égal d'aller en mer Rouge où il y avait des guides et des gens qui t'expliquaient ce que tu allais voir à chaque coin de récif. Non, moi je préférais rester dans le golfe d'Aigues-Mortes, à l'affût de coordonnées qu'un pêcheur allait me donner pour trouver une petite épave, où on allait être les premiers à plonger dessus. Qu'allions-nous trouver ? Je cherche à recréer les mêmes émotions que j'avais à 5 ans, à 6 ans, sur les digues devant Carnon-Plage. Ces mêmes joies intenses, ces mêmes palpitations, et peut-être, c'est peut-être plus vicieux, ce même plaisir de sortir de l'eau galvanisé par l'audace d'y être allé et le désir de raconter et de montrer ce que j'ai vu. La photo, c'est une histoire de lumière et je vais faire de la photo là où il n'y en a plus. Mais en vérité, il y en a encore. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'à ces grandes profondeurs, on est dans ce qu'on appelle la zone crépusculaire, de Twilight Zone. Les scientifiques parlent de la zone mésophotique. C'est-à-dire, c'est pas la zone aphotique, c'est la zone mésophotique. C'est-à-dire qu'il y en a encore, mais très peu. On considère qu'il y en a moins d'1% de la lumière de la surface. Mais avec ce moins d'1%, d'abord, ça suffit à engendrer la vie, même une vie qui a besoin de lumière. Hein. Il y a des algues et du coralligène et des êtres vivants qui ont besoin de cette lumière pour s'épanouir. Et surtout, cette lumière, elle est subtile.
Elle est délicate et elle est merveilleuse en fait, si tant est qu'on puisse la restituer. Hein. J'ai souvenir qu'il y a 20 ans, quand on était encore avec des appareils photo argentiques, avec du film, c'était compliqué d'aller faire des photos à grande profondeur. Les appareils photo n'étaient pas capables de révéler des lumières aussi faibles. Alors je descendais souvent au fond de la mer avec un pied, et je faisais des pauses lentes pour laisser la lumière s'imprégner sur la pellicule. Dans un univers où chaque minute compte, c'était un peu gourmand quoi, comme approche, mais il n'y avait pas d'autre choix. Et puis aujourd'hui, avec les appareils photo numériques, il y a toujours assez de lumière, c'est ça qui est fantastique. Il arrive même à un point, à très grande profondeur, où il n'y a plus assez de lumière pour les yeux du plongeur, il y en a encore assez pour la caméra. Et ça donne une dimension magique, c'est les images que je préfère en fait. Ça, c'est mon travail à moi personnel, vraiment sur la biodiversité, sur le récit, sur l'histoire naturelle, etc. Mais avec Andromède, on fait des choses bien plus concrètes. Par exemple, déjà, on fait la cartographie biologique des fonds marins de toute la Méditerranée française et même un peu au-delà, depuis plus de 20 ans, des cartes qui sont accessibles au public via une application gratuite qui s'appelle Donia. Ça permet de savoir qu'est-ce que l'on a sous son bateau. La nature des fonds, pas juste la profondeur. La nature, est-ce que c'est du sable, de la vase, des herbiers, des rochers, des coraux, enfin voilà. D'avoir la carte biologique des fonds marins. Avec cette carte, en conscience, tu sais où est ton bateau, tu sais où tu pourrais, où tu ne dois pas jeter l'ancre de ton bateau. C'est un travail colossal mené par Andromède, là c'est sur le coup, c'est du concret. J'en suis d'autant plus fier que je ne suis pas la cheville ouvrière de ces projets, c'est Andromède qui le porte, mais c'est toute une équipe. Ça c'est un sacré boulot qui a demandé plus de 20 ans de cartographie, sachant que tous les 3 ans, ces cartes il faut les recommencer parce que c'est des cartes biologiques donc, qui évoluent. Il y a énormément d'actions bien concrètes que l'on mène. On fait de la restauration écologique des herbiers, on a lancé des programmes de repiquage où on va dans les endroits où les herbiers sont mis à mal. On a des équipes de plongeurs qui, en plongée humaine, récoltent tout ce qui a été arraché de l'herbier, le mettent dans des grands sacs, on transporte ça dans des concessions maritimes qui nous ont été allouées et on repique cet herbier dans des endroits où on sait qu'il n'y aura pas d'impact, pour essayer de relancer ces herbiers et mesurer si on y arrive, à quelle vitesse on arrive à restaurer ça. On a récemment nettoyé deux récifs coralligènes, donc à plus de 40 mètres de profondeur, des endroits qui avaient été complètement ensevelis par des gravats et qu'on a complètement dégagés. C'est des travaux complexes à mener à de telles profondeurs pour restaurer, enfin déjà remettre à nu le récif qui avait été enseveli, donc lui donner la possibilité de repartir, même si évidemment il est mort une fois qu'il a été enseveli. Et pour booster ça, on avait lancé un programme avec toutes les autorisations et des sociétés amies pour aller prélever dans le milieu alentour des espèces en bouturant de gorgones, d'éponges, de corail rouge, ces endroits-là pour essayer d'accélérer la reprise naturelle. C'est tous les programmes de restauration écologique que l'on essaie de mener. Et j'en oublie plein de ces actions. Ce sont les missions d'Andromède Océanologie. Ce n'est pas que étudier, constater. C'est aussi tenter des opérations de restauration, d'amélioration, proposer des outils de gestion. Vous savez, quelqu'un qui vous dit qu'il a plongé partout, c'est qu'il a vraiment plongé nulle part. Hein. Parce que plus on plonge, plus surtout on mesure à quel point l'étendue des territoires vierges est vaste. La mer, c'est pas un contenant, c'est une contrée. Donc la première chose à montrer, c'est ces décors sous-marins, surtout ceux des grandes profondeurs. Il y a des montagnes, il y a des canyons, il y a des vallées, il y a des falaises, il y a plein de décors comme ça. D'ailleurs qu'on définit avec du vocabulaire terrestre par défaut. Ça, j'adore le révéler. Et il n'y a rien de plus agréable pour moi d'abord, avant même de le montrer à d'autres. C'est que des fois, je prends des décors en photo que je vois à peine avec mes yeux de plongeur. C'est des pénombres, on distingue à peine des lueurs, tout ça. Et tout à coup, sur la caméra, je vois que là, il y avait une falaise, que là, il y avait il y a un côté presque surnaturel dans ces prises de vue qui, moi, me plaît beaucoup. Et ça se passe quand on plonge évidemment très profond. Tu fais juste quelques kilomètres en mer, mais quelques centaines de mètres en mer, à l'exception de quelques endroits où il y a quelques plongeurs. Tout le reste, personne ne s'est promené. On n'est jamais à l'abri de tomber sur quelque chose d'extraordinaire, une épave enfouie que personne n'a découverte. La preuve, encore, il y a quelques années encore, une épave chargée d'argent a été trouvée juste à Villeneuve-les-Maglones. On sous-estime complètement le potentiel de découverte, d'émerveillement,
de mystère que possède le monde sous-marin sans avoir besoin d'aller au bout du monde. Je pense que l'émerveillement, quand on le pratique, c'est pas quelque chose qui s'use, c'est quelque chose qui s'aiguise. On aiguise son regard à trouver des choses qu'on n'avait pas vues avant. Quand je plonge ici, j'ai pas la même excitation que quand j'avais 10 ans, mais mon regard est beaucoup plus avisé et je peux détecter des choses à côté desquelles je passais quand j'étais plus jeune et qui sont source de surprise, de joie, d'émerveillement, d'interrogation. J'ai conscience que par exemple, avec les possibilités d'aller voyager, de partir au bout du monde, etc., que j'ai saisi quand ça m'a été présenté, bien sûr, j'ai un peu plongé de moins en moins ici. Pendant longtemps, j'ai plongé moins. Symboliquement, ne serait-ce que pour pouvoir le dire, je me contentais de venir plonger 2 fois dans l'année, ici à Carnon. Et alors oui, je disais que je continuais à plonger ici, mais je le faisais finalement peu. Et puis est arrivé le Covid. Alors nous, on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on a eu toutes les autorisations préfectorales pour continuer à travailler en mer et précisément travailler sur mesurer l'impact de l'arrêt de l'activité. Ça a été merveilleux. Mais moi, ça m'a surtout libéré un temps fou. Je n'avais plus aucune conférence à donner, plus aucune exposition, plus rien de ce qui est en dehors du terrain. Donc je me suis retrouvé avec un temps libre incroyable. Je me suis remis à plonger énormément ici, à partir de 2020, et j'ai redécouvert ces endroits-là. Et depuis, j'y plonge au moins 1 fois par semaine. Au moins 1 fois par semaine, des fois même plus. Et je suis sûr que c'est juste que je retiens le moment où je vais faire sans doute un nouveau livre que sur la région. Le niveau de la mer n'est stabilisé que depuis 7 ou 8 000 ans. Avant ça, il était beaucoup plus bas. Il était plus bas et il a stagné à d'autres niveaux. Chaque fois qu'il a stagné à un niveau inférieur, il a marqué le littoral. Il a creusé le littoral, il a fait des dépôts et on retrouve ces démarcations. Et du coup, on a des bancs rocheux parallèles à la côte, à différentes profondeurs. Il y a un banc rocheux qui part depuis la Grande Motte et qui va de manière plus ou moins continue jusqu'à Villeneuve-les-Maguelones, mais qui se continue après avec le banc des Aresquiers quand on arrive à Sète. Par endroits, ça peut donner l'impression d'une prolifération de vie sur ces petites pierres isolées. Le milieu marin, c'est un milieu extraordinairement résilient. En quelques années, on voit des choses revenir. À partir du moment où on fait des zones protégées qui le soient vraiment. Jeter l'ancre de son bateau, c'est pas anodin. Garder un poisson qu'on vient de pêcher, c'est pas anodin quand on est aussi nombreux à le faire. Ça, c'est quelque chose où chaque citoyen peut jouer son rôle. Faire gaffe à ses déchets, à ses emballages plastiques. Il y a des panneaux partout qui disent de ne pas marcher dans les dunes, de ne pas aller au-delà des ganivelles, etc. Respecter ce genre de petites choses. Ce qu'on trouve ici dans le golfe d'Aigues-Mortes, dans le pays de l'or, si on sort les photos de leur contexte, on aurait l'impression de voir des photos plutôt d'Atlantique. Ici, c'est vraiment quelque chose d'à part, qui ne ressemble à rien d'autre en Méditerranée. On l'explique par le Rhône, par ces eaux du Rhône qui changent complètement les conditions physiques, chimiques du milieu marin. Parce que il se trouve que le courant ligure fait que toutes les eaux du Rhône reviennent dans le golfe du Lion, et absolument rien ne part dans l'autre sens vers la Côte d'Azur. Et ça modifie complètement. Il faut bien comprendre que c'est l'apport peut-être le plus important. Après, il y a aussi évidemment le Danube et puis le Nil, mais le Rhône reste un des fleuves majeurs qui abreuvent la Méditerranée. Et donc qui modifie ici avec cet apport d'eau douce, cet apport de sédiments, de matières minérales, qui engendrent plus facilement des blooms de plancton, donc des eaux très productives, très vertes, qui vont nourrir du plancton végétal, animal. Décrire et illustrer la nature terrestre qui nous entoure. Ça fait 30 000 ans qu'on le fait, des peintures dans les grottes. Depuis quand on va au fond de la mer et pour ensuite raconter, illustrer, dessiner ou photographier? 70 ans, quoi. Donc la discipline est toute jeune, il y a encore plein de choses à faire.